Bonjour à toutes et à tous qui êtes dans la salle et qui êtes aussi en visioconférence. Il y a à peu près 30 personnes là qui attendent le démarrage de l'AG. Voilà. Alors je vais tout de suite remercier l'équipe de la région du Nord, Pas-de-Calais, d'avoir organisé de nous avoir accueillis, d'avoir organisé avec nous cette réunion. Tous les militants qui s'en sont occupés, Annick Duribreux, Monique Latsou, j'espère que je ne vais pas en oublier, Véronique Cellier, Nadine Bourgois, Michel Otalaer, toutes les personnes qui étaient là ce matin, Isabelle Van Persbroek, excusez-moi, Bernadette Petticolo, Isabelle Diamani, Nelly Kayak, Marianne Cafot, Francis Van Lerde, Véronique Seyé, que j'ai déjà dit, et Edith Giraud. Merci beaucoup, parce qu'ils ont vraiment déployé beaucoup de moyens. Voilà, Alors, nous avons souhaité, d'ailleurs à la suggestion de Monique là-dessous, parce que vous ne nous connaissez pas bien, que les membres présents du conseil d'administration soient avec nous à la tribune, si je puis dire. On n'est pas au complet, hein, donc là il y a Anne Vourche, Denis Labelle qu'on ne présente plus, docteur Denis Labelle, Aline Grimbert que vous connaissez particulièrement pour à la fois ses fonctions trésorières et d'adhésion, Chantal Calma bien sûr. Nous regrettons beaucoup l'absence de Jacqueline Laurent, qui n'a pas pu venir, qui devait venir, et puis disons que la santé de sa compagne n'a pas permis de s'éloigner de Nantes. Jacqueline Salençon aussi, c'est elle qui est maître d'œuvre de la revue de presse que vous recevez tous les mois, qui n'a pas pu également être là. Voilà. Et puis Patrick Allier, qui malheureusement a eu de gros problèmes de santé et qui bien sûr ne peut pas se déplacer. Je crois que j'ai oublié personne. Voilà. Ok, voilà. Bien, donc notre matinée va être assez dense, même plutôt dense. Donc vous avez été là, donc on est un petit peu en retard d'ailleurs. Donc on va vous reprendre les principales informations du rapport d'activité, du rapport annuel. Mais comme vous avez eu ce rapport annuel il y a un mois, on vous l'a envoyé, vous avez certainement lu attentivement. Donc on va aller tout à l'essentiel, hein, au point dominant. On parlera beaucoup des perspectives d'action avec Denis Labelle et un projet qu'on a justement pour le lancement de l'examen du projet de loi normalement en février. Ensuite, on passera à un domaine très sérieux, le rapport financier. Donc voilà. Et puis ensuite, Guillaume Fontaine, qui est au fond de la salle et qui recueille les derniers votes des personnes qui n'auraient pas fait jusqu'à maintenant, nous annoncera le résultat de l'élection des membres du conseil d'administration. Et donc les membres élus du conseil d'administration viendront nous rejoindre. Enfin, tous ceux et toutes celles qui seront élus seront là, à la tribune. Comme ça, vous aurez une première présentation. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... Donc moi, après la pause, nous aurons donc l'organisation de la commission médicale avec Nathalie Andrews, Denis Labelle et Chantal Calma. Et puis on finira par un échange avec vous. Hein, et puis également les participants qui sont en vidéoconférence et qui laissent des questions. Bien entendu, avant chaque vote, il y aura bien sûr des échanges avant d'y passer. Voilà. On va essayer de ménager des temps d'échange suffisants. Alors, je vais tout de suite... j'ai oublié de parler du repas, qui a aussi également été très bien organisé par la région du Nord. Donc, nous goûterons un plat du Nord, pour ceux qui ne le connaissent pas, le plat au marouel, voilà, un buffet très sympathique qui nous permettra de continuer à parler et de faire connaissance. Voilà. Donc, je vais tout de suite passer aux principales actions de l'année. Donc on peut dire qu'au niveau du débat public, notre année se caractérise face à l'inertie gouvernementale par notre capacité de résistance. Nous avons essayé de résister à l'inertie, à l'indécision. Et d'ailleurs, nous en avons fait une chanson. Si on t'organise
Une fin de vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait durer sur une musique aseptisée, dans une salle sans visite. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que matin et soir tu vas sans savoir qui tu es, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ta liberté. Partout, va, refuse ce monde hypocrite. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Tu en as le droit, résiste. Tant de liberté, pour si peu en profiter. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier ta volonté, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Si c'est ton choix, résiste. Alors, il faut remercier donc Nathalie Andros qui a fait les paroles et Jean-Luc Brouillon qui n'est pas là ce matin, qui est qui a une situation de santé un peu inégale, qui nous a aidés à l'adapter. Après, je pense que vous avez deviné de quelle chanson elle a été adaptée, de France Gall, Résiste. Voilà. Alors, j'ai apporté d'ailleurs le texte de la chanson, si vous voulez. Vous pouvez la prendre sur la table du choix. Nous avons le projet, si nous devions manifester, de la chanter pour essayer d'occuper l'espace sonore. Voilà. Donc, c'était notre première manifestation, si je puis dire, de résistance. Alors, cette résistance, on l'a commencée dès le mois de janvier, dès la carte de vœux, puisqu'on a envoyé une carte de vœux avec le manifeste des Sentinelles de la Liberté, que vous avez également sur la table du choix. C'est un manifeste qui a été préparé l'année dernière par un collectif, également plusieurs personnes, dont d'ailleurs Monique Ladsou de la région Nord, qui a beaucoup participé. Et nous l'avons mis à signer sur notre site internet. Donc, si vous le récupérez, vous pouvez tout à fait après demander à ce qu'on le signe sur notre site internet. Voilà. Donc, la carte de vœux et donc le manifeste, nous avons fortement incité nos adhérents à l'envoyer à nos députés pour qu'eux aussi se rappellent qu'il y avait une dernière liberté qui n'avait pas été encore accordée. Voilà. Ensuite, nous avons participé à la manifestation du 23 janvier avec le CNAV devant l'Assemblée nationale, toujours pour rappeler aux députés que nous attendions désespérément que le projet de loi soit examiné à l'Assemblée. Nous nous sommes beaucoup indignés quand nous avons découvert que le président Macron, à nouveau, invitait les représentants des religions à venir discuter avec lui de la fin de vie. Donc, nous avons publié un communiqué « Sommes-nous dans une république laïque ?» Deux tribunes ont été diffusées dans la presse. La première, le 11 mars, où on a essayé de faire le parallèle, ça a été écrit par Anne Vourche, et on a essayé de faire le parallèle entre les forces qui s'étaient opposées à l'avortement et celles qui s'agitaient maintenant, qui étaient de même nature. Également une tribune de François Guillemot qui rappelait que dans le serment d'Hippocrate, il y a l'obligation de ne pas prolonger abusivement l'agonie et de soulager les souffrances. Donc peut-être que l'aide médicale à mourir pouvait rentrer dans ce cadre. Alors enfin, le projet de loi a été ouvert à l'Assemblée. Donc le 25 avril, Denis Labelle a été auditionné par la commission médicale. Il a, à cette occasion-là, signalé 6 points d'alerte qui vraiment nous posaient problème dans le projet de loi.
Son document a été envoyé aux députés et nous avons envoyé également, disons dans la foulée, notre proposition de loi qui reprenait bien ce que l'on voulait. Ensuite, quand la commission parlementaire s'est réunie, nous avons renvoyé un premier document avec des conseils d'amendement, toujours sur ces 6 points d'alerte. Donc d'ailleurs, il vous reparlera, donc je ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Et voyant que malheureusement les députés n'avaient pas pris du tout en compte nos suggestions, nous avons réédité cet envoi à l'ensemble des députés en juin. Alors comme vous le savez, on a eu tous le choc de la dissolution, à une semaine de voter une première mouture de la loi. Et on a découvert avec stupéfaction que le nouveau Parti populaire, dans son plan santé, ne parlait absolument pas de l'aide à mourir. Donc on leur a fait une lettre ouverte qui a donné lieu à une réaction du Parti socialiste, puisque Denis Labelle a pu rencontrer, je crois à 2 reprises, Olivier Faure, et que nous espérons qu'il va pouvoir agir maintenant pour qu'un grand nombre de députés signent la proposition de Falorni. Alors ça a été notre deuxième action depuis juillet. Nous soutenons la proposition de Falorni et nous poussons les députés à signer cette proposition, pensant que si une majorité de députés la signe, il y a une forte chance que ça pousse le gouvernement à accepter de rouvrir les débats sur sa proposition. Donc, en coordination avec les régions, toutes nos réunions interrégionales ont donné lieu à des discussions sur ce plan-là. Nous avons donc incité beaucoup nos adhérents à écrire à leurs députés, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les députés sont très sensibles à ce que leurs électeurs disent, pour les inciter à voter. Nous avons envoyé d'ailleurs des trames de lettres dans cette optique-là, que vous pouvez reprendre ou pas. Aujourd'hui, la situation ne bouge pas beaucoup, puisqu'il n'y a que 224 députés qui ont signé. Donc il faut continuer dans ce sens-là pour, sur le terrain, rencontrer les députés qui n'ont pas signé et leur demander de le faire, si besoin. Voilà. Donc voilà les principales actions qu'on a faites. Denis Labelle a rencontré ou a eu un contact avec Olivier Falorni, plutôt, c'est ça ? Oui. Qui lui a suggéré que si nous avions des amendements à proposer, ceci soit fait début janvier, quand la commission parlementaire va se réunir. Donc, dans notre dernière réunion interrégionale, le 18 octobre, un petit groupe de travail s'est constitué sous la houlette d'Alain Arnaud, composé de Gilles Prieux, Denis Labelle, moi-même et Chantal Calmat, pour préparer, des amendements. Et je pense que ça, c'est important comme action 2025, et Denis Labelle vous en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc moi, maintenant, je vais passer la parole à Chantal pour les évolutions internes. D'accord. Donc dans la préparation de l'amendement, nous avons souhaité pouvoir garder la possibilité de choisir dans l'aide à mourir entre, ne pas choisir que le suicide assisté, mais choisir entre l'aide médicale à mourir ou la mort volontaire assistée, parce que c'est trop restrictif et chaque personne a le droit d'avoir un choix. Ensuite, nous souhaitons supprimer totalement le délai, le terme, qu'il soit avancé ou terminal. De quoi ? Bah si, c'est ça. Non, de l'évolution. Je crois que j'ai... Ah, excusez-moi. Bon, on parle de la... J'ai été un peu trop vite, Ça, c'est Denis. Ah oui, j'étais en train de voler la parole de Denis. Je suis navrée, Denis, vraiment. J'ai sauté une diapo, excusez-moi. Alors, on dit qu'on l'a reçu ou pas ? On dit qu'on l'a pas reçu. Alors, nous avons présenté une demande d'agrément des représentants des usagers, puisque l'ADMD est là, pourquoi pas nous, hein ? Donc, on n'est pas très nombreux, enfin pas assez nombreux, donc si vous pouvez recruter des adhérents, allez-y. Il nous faudrait au moins 5000 adhérents pour rentrer dans les critères standards de la demande de représentants des usagers. Ensuite, cette année, nous avons participé au salon infirmier. C'était très intéressant. Et Florence Ménil, qui doit être quelque part par ici, voilà, qui se lève avec son gilet. Remarquez bien le gilet que nous avons. Nous avons fait une enquête auprès des soignants, de manière générale, pour savoir ce qu'ils pensaient de la fin de vie. Et on a eu un retour très positif.
Pépé. Non, on parle d'autre chose. D'accord. Ensuite, pour l'international, nous avons assisté avec Annie à le congrès de la World Federation pour le droit de mourir, qui avait lieu à Dublin cette année. Et on s'est rendu compte de la difficulté qu'il y avait à avoir une loi, finalement, dans un grand nombre de pays. Certains l'ont, certains sont strictement aide à mourir, certains ont comment ça s'appelle, pas une objection, mais Des oppositions. Oui, les oppositions, elles sont pareilles, elles sont partout pareilles. Ensuite, nous avons décidé d'aider les adhérents, parce que certains adhérents ne font pas leur directive anticipée. Enfin, d'une manière générale, adhérents ou pas, il y a des gens qui ne font pas leur directive anticipée, pour une raison très bête, c'est qu'ils ne trouvent pas de personnes de confiance. Dans la famille, personne ne l'accepte, et ce n'est pas évident de trouver des amis qui puissent prendre le secours. Nous avons décidé de développer au sein de l'association un réseau de personnes de confiance, donc des gens volontaires qui habiteraient donc qui seraient dans la même région, qui pourraient avoir des contacts rapprochés pour établir un lien de confiance et qui pourraient servir de personnes de confiance à ceux qui n'en ont pas et qui ne savent pas comment en trouver. Ensuite, Denis Labelle, mais il va vous en parler un peu plus tard, a développé un guide d'accompagnement des familles. Quelquefois, on a de la difficulté à expliquer pourquoi on a choisi de mourir. C'est quelquefois difficile de l'expliquer à ses proches, à sa famille, aux enfants de la famille qui ne comprennent pas. Donc on leur explique pourquoi ça a été choisi, comment ça se fait, on explique comment ça se passe actuellement, puisqu'il n'y a rien en France, comment ça se passe en Suisse et en Belgique. Et donc Denis va vous développer ça en long, en large et en travers. Ensuite, nous avons décidé de faire une amélioration du fonctionnement interne. Donc sur le site, nous allons bientôt ouvrir la partie réservée aux adhérents, qui va vous permettre de déposer vos directives anticipées sous forme Word ou PDF et qui permettra qu'on les retrouve quand on aura besoin. Vous pourrez donner à la limite vos mots de passe à votre personne de confiance qui pourra avoir au site pour les retrouver. Et on pourra également passer par le site avec évidemment quelques démarches officielles pour savoir que c'est bien vous qui l'avez demandé pour retrouver vos directives anticipées. Oui, le va des méconventions. Avec La nomination de Keploun dans le Midi. La nomination de Keploun dans le Midi. Vas-y, toi, La reprends la parole parce que là je suis un peu larguée. Oui, au niveau des régions, donc, nous avons le plaisir d'avoir la création d'une nouvelle région. Alors je vais peut-être me tromper de département, c'est la Marne. Voilà, Gilles Prilieu. Seine-et-Marne. Voilà. Seine-et-Marne. Gilles Prilieu a pris le développement de cette région, de ce département. C'est un département assez vaste. Il est d'ailleurs là déjà au travail différemment pour prendre les questions du chat. Et Kisloun, qui s'est présenté au conseil d'administration, est devenu co-représentant de la région du Midi. Hein. Alors quand je dis la région du Midi, tu peux peut-être préciser Bouches-du-Rhône et Vaucluse. Voilà. Et alors, disons en coopération avec René Moriconi, voilà, pour renforcer, c'est une grosse région importante, donc voilà. Et lors de notre dernière réunion interrégionale, on a soulevé le problème d'avoir un espace d'échange sur le site. Donc je voulais vous rappeler à tous qu'il existe déjà sur le site une partie région, et dans cette partie région, il y a un échange. Donc il faut vous inscrire sur ce niveau, vous inscrivez, et ensuite vous pouvez échanger entre vous assez facilement en vous rendant sur ce site comme un chat, comme si vous alliez sur TikTok ou autre réseau local. Voilà. Alors nous allons maintenant passer aux perspectives 2025, et je vais laisser la parole à Denis. Et tu vas être un peu excentré. Non. Ah bon. Un jeu de chaises musicale. Voilà, oui. Pas de souci. Merci. Attendez, alors Denis là, Tu l'as là, hein, tu l'as là. Voilà, Ça va, vous m'entendez? Ça passe? Donc, j'en ai pas pour longtemps. En fait, comme vous a dit Annie, on a créé une commission pour essayer de proposer des amendements à la loi qu'on ne connaît pas et qui est en cours, jusqu'à qui devra voter. Personne ne sait. Bref, on est dans un flou artistique qu'on connaît bien, donc il n'est pas facile en fait de critiquer un texte qui n'est pas encore finalisé. Cette commission s'est réunie plusieurs fois et Alain a fait un gros travail sur la comparaison entre la loi actuelle et ce que l'on voudrait, et on essaye de simplifier un petit peu
les amendements qu'on souhaiterait. Donc je ne vais pas détailler, mais je vais vous les donner pour que ces amendements soient conformes au combat que nous menons. Donc un premier amendement, mais on n'est pas dupe, il y a peu de chances pour qu'il passe, ça serait que les malades aient le droit de choisir entre l'aide médicale, avec la présence d'un médecin, comme en Belgique ou en Hollande, ou la mort volontaire assistée, enfin suicide assisté, comme en Suisse. Donc on rappelle que nous, c'est un des objectifs, quand ces deux possibilités. Ensuite, il y a eu un critère qui a été l'objet de débats importants déjà à l'Assemblée avant la dissolution, qui était celui de moyen terme, court terme, proposé par le gouvernement, transformé en stade avancé par le projet Falorni, et nous, on voudrait supprimer ce mot avancé. C'est très clair, on est très optimiste, mais on voudrait que ça soit maladie grave et incurable, qui soit le critère de base, le critère objectif, et qu'on ne parle pas d'un stade qui est extrêmement difficile à définir sur le plan médical. Troisièmement, on souhaite que les directives anticipées soient enfin opposables, que ce testament de fin de vie que nous demandons aux gens d'écrire ait un véritable poids juridique. De même, la personne de confiance, qu'elle soit reconnue avec un statut juridique, ce qui n'est pas le cas actuel, on lui demande son avis autant que la famille, et on n'en tient ou on n'en tient pas compte, selon la personnalité de la personne du médecin qui est en face. Alors, il y a un point aussi, il faut voir à quel point dans la loi, il faut regarder dans les détails, c'est très très important. Par exemple, il y a un point qui est important, c'est qu'il demande actuellement qu'au bout de 3 mois, la personne qui a fait une demande soit obligée de la refaire, reparte à zéro, on refasse un dossier, recommence si elle ne s'est pas décidée. Alors c'est complètement pervers, parce que les gens ont le droit d'hésiter, et d'hésiter 3 mois, c'est vraiment pas long. Et ça risque de pousser les gens à agir en disant « je ne vais pas refaire mon dossier », etc., alors que l'objectif, ce n'est pas de pousser les gens à choisir. Il faut qu'ils choisissent lorsqu'ils voudront choisir. Donc on voudrait la suppression de ces dates limites de 3 mois, et puis il y a une deuxième date d'1 an. La date d'1 an, on aura peut-être du mal à la faire disparaître, mais la date de 3 mois, ce serait vraiment fondamental. Un petit point aussi qui n'est pas marqué dans le projet de loi Falorni, c'est qu'on voudrait que l'aide médicale à mourir ou la mort volontaire assistée aboutissent à une mort considérée comme naturelle. C'est important pour les problèmes d'assurance, etc. Et puis, au point de vue de l'image, de ce que l'on propose, c'est la fin de vie. Voilà. Petit détail aussi très important, comme quoi il faut lire vraiment les textes entre les lignes et dans les lignes. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a marqué que les médecins qui ont le droit d'intervenir, d'être présents, puisqu'on s'orientait dans le projet de loi vers un suicide assisté, soient seulement des médecins en activité. Si vous faites des médecins en activité, vous supprimez une grande partie des médecins qui sont disponibles. Donc on veut absolument supprimer ces deux petits mots et qu'on marque médecin inscrit au Conseil de l'ordre des médecins, parce que là, il y a tous les retraités qui sont obligés de s'inscrire, qui sont obligés de payer cette cotisation, mais au moins qu'en échange, ils aient la liberté d'agir. Donc là, c'est un point très important. Ça peut modifier complètement l'application de la loi. Enfin, il y a une chose que nous réclamons, à chaque fois que nous avons été dans les commissions ministérielles, parlementaires, nous insistons, compte tenu de ce qu'on a connu avec la loi Claes-Leonetti, nous insistons pour qu'une commission, non pas une commission de contrôle des dossiers, etc., mais une commission de l'application du décret, pour que ce décret soit conforme à la loi. Beaucoup de gens parlent de la loi Claes-Leonetti, connaissent vaguement l'intitulé, encore un peu moins le texte réel, et encore un peu moins, et je vous encourage à le lire, le texte de la Haute Autorité de Santé, qui a été publié 2 ans après, et qui est absolument inacceptable. Voilà. Et qui détaille la méthodologie dont on parle aussi dans le guide, on en reparlera tout à l'heure. Donc on voudrait qu'il y ait une commission de contrôle du décret d'application et que ce ne soit pas seulement la Haute Autorité de Santé qui demande l'avis de la Société française des soins palliatifs, comme ça a été le cas en 2018. Donc voilà les points importants que nous ayons développés. Alors nous n'avons pas terminé totalement le travail de commission. Alors il y a 2 tendances dans la commission. Il y a la tendance, ceux qui voient dans les députés des gens très, très au point, très, très performants sur le plan juridique. Alors c'est Alain. Et puis il y en a d'autres qui voient les députés plus frustres, tout au moins un certain nombre, et qui pensent qu'il faut faire des choses plus simples. Donc on travaille dessus pour que le texte corresponde aux deux orientations. Voilà.
cela pour dire que l'axe d'action pour 2025, ça va vraiment être vis-à-vis des députés, essayer de faire bouger les lignes, dans un premier temps sur les signatures, et puis quand la loi sera en discussion, sur les amendements que nous espérons faire passer. Alors, dans la salle, il y a par exemple 2 personnes qui sont allées déjà voir un député parce que une des personnes était malade, et en expliquant son cas, en expliquant qu'elle était atteinte d'un cancer incurable, mais que depuis 1 an, elle avait été en Belgique, elle avait pris un contact avec des médecins belges, mais elle n'était pas encore décidée à dire c'est le moment. Donc, elle a essayé de démontrer à la députée qu'elle a rencontrée que si en France, on l'avait obligée au bout d'1 an à dire « qu'est-ce que vous faites ?», c'est que c'est très pervers, comme le dit Denis Labelle. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut faire vraiment sans relâche, j'allais dire, sans relâche. Voilà. Non, je ne vais peut-être pas citer le... je vais peut-être laisser dans l'anonymat, à moins qu'il veuille se lever et le dire, mais bon, voilà. Donc, cela pour dire que vraiment, notre axe d'action, c'est le terrain, c'est les députés. Bien sûr, on continuera, comme Chantal vous l'a dit, à essayer d'améliorer, en tout cas le conseil d'administration qui sera élu essaiera bien sûr de continuer à améliorer le fonctionnement de la société, mais en termes d'action, c'est vraiment prioritaire. Donc on va peut-être maintenant ouvrir avec vous une période d'échange avant de passer au vote, puisque vous devez voter, vous devez nous donner votre accord ou pas sur ce rapport moral. Donc il y a des... Voilà, il y a des doigts... On va prendre plusieurs questions en même temps et on essaiera d'y répondre. Voilà. Oui. Est-ce que ça marche ? Oui. Non, ça ne marche pas. Vous m'entendez ? Marie, bonjour. Je voulais savoir combien est-ce qu'on est d'adhérents actuellement dans l'association ? Combien ? Là, Aline Grimbert peut répondre tout de suite. Alors, 2120. Combien ? 2120. On est à jour de cotisation. Il faut que tu te fasses équiper d'un micro parce que tu vas parler après. Hein. Oui, je sais. Oui, bonjour. Bonjour. Marcel Bervel, Béziers. Je voudrais savoir quelles sont les conditions pour qu'on puisse être reconnu au niveau reconnu pour pouvoir être représentant des usagers. Étant actuellement encore toujours à la DMD, j'ai plusieurs mandats et je le dis de façon un petit peu brutale, ça me pèse beaucoup d'être représentant des usagers pour quand même défendre ce point de vue de fin de vie, mais ça au titre de la DMD qui ne correspond plus du tout à ce que je souhaite, raison pour laquelle je suis ici d'ailleurs. Une autre question ? Oui. Bonjour. Alors, c'est pas une question, c'est une réflexion. Je suis Bruno Duflot du choix de Lille. On nous avait demandé d'aller voir des députés, chose que l'on a faite. Je crois qu'il ne faut pas s'enfermer dans son idéologie politique aussi. Parce que certaines personnes en disant « je n'irai pas voir tel ou tel député parce que politiquement, je ne suis pas du même avis que lui ». Et je crois que si on va voir des députés qui sont du même avis que nous, et qui sont convaincus ou moitié convaincus, allons plutôt vers ces députés qui, même si nous n'avons pas la même idéologie politique, allons les voir et essayons de discuter et surtout de nous faire connaître. Et c'est ça qui est important. Parce que je trouve que, entre guillemets, c'est assez facile d'aller voir un député qui, un, est convaincu, deux, qui a la même idéologie politique que nous. Allons vers, même si parfois c'est compliqué idéologiquement, et je le comprends très bien, allons vers l'autre quand même pour que l'association puisse être connue. Et je crois que là, c'est important. Merci. Oui.
Mais 2 minutes, on prend d'autres questions. Oui, bonjour, Véronique Seyé. Juste pour dire que lors des rencontres avec les députés, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y en a assez peu qui sont informés et qui connaissent bien même la loi Claes-Leonetti aujourd'hui. Donc déjà, un travail d'information... Si vous vous levez, on vous verrait, parce que là, on ne voit pas. Un travail d'information dans la dentelle auprès des députés qui, jusque-là, sont très peu concernés par la loi et la connaissent très mal. Ils connaissent très mal la loi existante. Oui. Et donc, le premier travail à faire, c'est vraiment un travail d'information auprès des politiques sur la loi et ses enjeux, quoi. Ça, je pense que c'est déjà une première chose, et de montrer après nos revendications, j'ai envie de dire. Mais déjà, leur expliquer en quoi ça consiste et pourquoi la loi qu'on veut doit être une bonne loi directement et pas se contenter d'une loi à peu près. Bien, ben ça prouve que tout le monde va avoir des députés, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Claire? Anne, pardon. Claire. Alors, mon député est tout à fait d'accord et convaincu de la justesse de nos demandes. Simplement, je pense qu'il faut leur proposer les amendements du choix, même quand ils sont déjà prêts à voter la loi Falorni. Absolument. Voilà. Absolument, tout à fait. Moi, j'avais demandé quand Éric Coquerel était venu à Roubaix, oui. Je lui avais posé la question sur les lois sur l'avortement qui soient mis dans la Constitution et sur les lois fin de vie. Et il m'avait dit que les deux seraient votés parce que Macron, en fait, voulait faire des lois un peu sociales, vu tout ce qu'il y avait comme fardeau sur son dos, on va dire, pour se redorer un peu le blason. Donc je pense que c'est pas complètement mis sous la table. Bon, il y a eu effectivement la dissolution de l'Assemblée. Donc il y a quand même des gens du Nouveau Front Populaire qui ont l'air d'être... mais qui connaissent mal, par contre, c'est sûr. Oui, François Guillemot. Pour la loi Falorni, je pense que c'est important de bien voir qu'elle ne concerne que les personnes à pronostic vital engagé. Et ce n'est pas la loi belge. La loi belge concerne bien sûr les lois à pronostic vital engagé ou pas. Et donc c'est vraiment très important de voir que la loi Falorni est un premier pas, et c'est déjà pas mal. Mais ce n'est qu'un premier pas, et si elle passe au mois de février, mars, sans donner l'année, ce sera déjà un premier pas intéressant, mais ce ne sera pas encore la loi qu'on souhaite profondément. On est d'accord. Allez. Je rebondis sur ce que dit François, parce que c'est vrai que c'est un gros débat quand même quand on discute avec nos adhérents ou tout ça. C'est à quoi ça sert de vouloir défendre cette loi-là? Bah oui, c'est contre mauvaise fortune bon cœur, mais on n'est pas, je pense, convaincu que c'est une bonne loi. Je pense. Bien. Ah, pardon. Juste par rapport aux remarques qui ont été faites, hier j'ai vu 2 députés. Et sur les 2 députés, c'était des jeunes députés, c'est-à-dire leur première élection. Que ce soit des anciens députés ou des nouveaux députés, ils sont tous dans le potage. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Que ce soit... Leur problématique, c'est finalement un député a tellement de sujets. Ça va de l'armement en passant par l'énergie, les transports, enfin tout ce que vous voulez. Un élu qui soit, même un élu local, hein, c'est la même chose. Mais au niveau national, c'est considérable. Et donc, à partir du moment où ils ont des dossiers absolument épais, énormes, avec des articles de loi, ils sont perdus. Et moi, tous les députés que j'ai vus dernièrement, et encore hier, eux m'ont dit, mais on est dans le potage, c'est super que vous veniez nous voir, alors que ça faisait quand même 3 fois que je leur faisais une demande. Hein. Mais c'est pas grave. Justement, il faut insister. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire,
on le fait une fois. Non, envoyez une lettre, puis une deuxième, puis une troisième. Soyez un peu plus incisif la troisième fois, parce qu'ils vont vous répondre à ce moment-là. Et eux-mêmes sont tellement dans le potage qu'ils n'ont pas le temps, ils sont perdus. Et moi, par rapport aux travaux qui ont été faits par Alain et le comité, c'est un travail absolument nécessaire et qu'ils attendent. Moi, j'ai eu 2 députés hier qui m'ont dit « Quand est-ce que vous pouvez nous donner ça ? Donnez-nous le plus vite possible. Si vous pouvez nous le donner dans le mois de décembre, ce serait super. Parce que moi, je fais mon dossier. Et j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin de travailler le sujet. Mais j'ai rien. Voilà. Donc, il faut y aller. C'est-à-dire que n'hésitez pas. J'ai pris le micro un peu rapidement, peut-être, par rapport à Annie, mais juste pour vous dire que vraiment, il y a une demande. Et donc, il faut absolument y répondre parce que c'est les aider. Même qu'ils soient convaincus ou pas, effectivement, ce qui a été dit tout à l'heure, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Le terme avancé, etc. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Il faut leur expliquer. Donc, ce n'était pas une question, c'était un commentaire. C'était pas, voilà. Je me suis permis de... Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une remarque aussi dans la continuité. Moi, j'ai suivi, c'est la première fois de ma vie où je suivais ça, les débats lors de la première présentation. Et ce qu'on entendait un peu partout, c'est, tu vois, le peu de monde qu'il y a dans l'Assemblée et tout ça, ils sont très peu, etc. Je rejoins tout à fait, il faut quand même comprendre qu'ils n'ont pas que ça à faire. Et moi, je dis tout le temps, il vaut mieux en avoir peu, mais avoir des gens bien informés, bien au courant, et qui portent la voix de leur parti, que d'avoir des gens qui n'y connaissent rien. Ça ne me dérangeait absolument pas, du moment que les interventions étaient pertinentes. Et Dieu sait que dans la première fois, il y avait quand même eu pas mal d'interventions pertinentes si on les suivait. Il y en avait des complètement nuls, on les connaît, ça c'est toujours les mêmes. Il y en a certains qui n'ont pas été renouvelés, c'est tant mieux. Et puis après, on va passer aux réponses. Parce que... Oui. Donc Patrick Henrard de Lille. Je vois que le dépliant signale avec raison notre participation à des collectifs laïques pour porter ensemble le combat. Pourquoi ne pas demander l'adhésion au collectif laïque national qui représente plus de 40 associations laïques, dont des obédiences maçonniques, mais aussi l'UFAL, qui a pris position correctement sur le sujet lorsque la loi a été abrogée, enfin reculée sine die, de façon à... Parce que disons que la participation à ce collectif permet d'avoir des communiqués communs qui sont retransmis à l'ensemble des adhérents, quoi. C'est considérable. Donc le collectif laïque national. Je pense qu'il serait bien qu'on tente d'y adhérer. Ok, j'essaierai de répondre à ça. Bien. Oui, juste très rapidement, juste pour vous répondre, en fait, on a déjà écrit beaucoup de choses par rapport à ce que doit contenir une loi. Donc, je pense que ce serait important d'avoir un document de synthèse parce que c'est effectivement important d'avoir quelque chose qui soit rapide à construire, etc., sur une bonne loi. Et d'autre part, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'importance de faire des alliances, parce qu'il y en a du travail à faire avec les députés, mais aussi avec d'autres organisations. Je pense à la Ligue des droits de l'homme et plein d'autres organisations, pour qui c'est pas un sujet central et qui sont preneurs aussi de nos réflexions sur ce sujet-là. Voilà, donc je crois qu'on a vraiment intérêt à bâtir des alliances avec plein de réseaux pour faire avancer le projet, quoi. Et avoir la meilleure loi possible, parce qu'on sait que, pour avoir travaillé sur l'avortement, quand une loi est mauvaise et votée, elle est votée pour 15 ans, 20 ans, et on a beaucoup de mal à revenir en arrière après. Alors, pour votre information, nous avons envoyé à tous les députés de l'ancienne législature le premier livre sur la loi Clay-Lonetti. Donc, il y a quand même, s'ils l'ont lu, il y a quand même une des bases sur la loi Clay-Lonetti et justement ses failles. Nous allons d'ailleurs recommencer avec les nouveaux députés, nous allons leur renvoyer ce livre, accompagné du livre que nous venons de finir, qui est donc sur l'accompagnement des familles. Donc ça, c'est un support, en quelque sorte, sur lequel vous pouvez reprendre. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré un député, j'ai vérifié qu'il avait eu le livre, qu'est-ce qu'il en avait fait, l'avait-il lu ou pas, ou était-il rangé sur une bibliothèque. Mais en tout cas, j'en avais un exemplaire avec moi et je le commentais, en l'invitant à y entrer. Voilà. Donc maintenant, je vais peut-être laisser la parole à Denis sur les différentes questions. Je voudrais dire juste un mot.
si j'arrive à avoir le micro que Cabine tient. Mais moi, je tiens rien. Ça va? Vous m'entendez ou pas? Oui. Je voudrais juste revenir sur un point qui est celui que tu as abordé concernant les députés. C'est vrai que c'est une de nos priorités d'action, c'est au niveau politique. Ça a été pour nous très important. Je rappelle qu'avant qu'on ait envoyé ce premier livre, on avait envoyé en 2021 une lettre, non pas par mail, mais par la poste, à tous les députés pour les inciter à bien voter sur le projet Falorni qui a été proposé le 21 avril 2021. Et nous avons reçu 70 réponses, ce qui est tout de même énorme, hein, des pour, des contre, etc. Donc on a ensuite, comme a dit Annie, envoyé le livre, on va envoyer le deuxième, et on va leur envoyer aussi les amendements avec un texte de la loi, avec les endroits où on voudrait les amendements, et un récapitulatif des amendements. Donc ça aussi, ça va être envoyé. Alors, je tiens compte de ta réflexion. Si on pouvait l'envoyer avant fin décembre, ça serait en effet parfait. On va essayer de le faire. Donc vraiment, cette action au niveau et on le voit toujours par la poste. Hein, enfin, au moins, c'est nous qui allons les porter à l'Assemblée nationale, mais ça va dans leur bureau directement. Moi, je voudrais dire aussi, en ce qui concerne les interventions auprès des députés, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui sont pour, très bien, parfait, on le sait. Il y a ceux qui sont contre, très bien. Mais il y a beaucoup de députés qui sont incertains. Voilà. Je ne crois pas qu'obligatoirement on les convaincra, mais au moins ils peuvent s'abstenir. Et ça, c'est très important. Souvenez-vous que le 21 avril, lors du premier amendement Falorni, enfin disons du projet de loi Falorni, il y a eu 248 voix pour et 48 contre. Hein. Je crois que c'est ça à peu près les chiffres. Et puis tout le reste était absent. Mais tous les députés se sont levés et ont fait une ovation. Donc, il y a un grand nombre de députés qui ne se prononceront pas. Ben, tant pis. L'important, c'est qu'on ait une grande majorité avec ceux qui seront présents. C'est tout ce que je voulais dire. Il ne faut pas avoir de biais idéologique. Il faut tenter d'aller voir des députés, même si on sait qu'idéologiquement, ils ne sont pas favorables, y aller quand même. Nous, dans nos premiers renvois en juin dernier, donc par mail, là, des amendements aux députés, on a quand même eu deux réponses de députés RN qui nous ont dit il n'y a pas de consigne de vote, donc on regardera. Donc je crois qu'il faut vraiment balayer tout le monde et ne pas se dire il n'y a que ceux-là qu'on va voir. Voilà. Ça, je crois que je pense que c'est important. Vas-y. Gilles Prileux avait fait un travail sur les partis politiques de ceux qui avaient signé la proposition Falorni. On avait pensé qu'il serait peut-être aussi intéressant de voir ceux qui ont signé, de voir leurs partis politiques, et peut-être déjà de commencer par le plus simple, essayer de convaincre ceux qui sont d'un parti plutôt en notre faveur, de les convaincre de signer la proposition pour qu'il y ait beaucoup plus de signatures et que ça soit beaucoup plus parlant pour l'Assemblée. Alors ça, c'est mon avis personnel. Mais... Voilà. Parce qu'il est plus difficile de convaincre un RN que d'aller voir les représentants de la NUPES ou le nouveau Front Populaire pour les faire signer parce qu'eux sont plutôt pour. Donc d'abord convaincre les convaincus et puis obtenir des signatures supplémentaires. C'est dans ce sens d'ailleurs que Denis, tu es intervenu auprès d'Olivier Faure. Oui. C'est grâce à Gilles. Le micro. Ah non. Bon, vous m'entendez? Oui, bon. Elle voix forte. Donc, c'est grâce à Gilles qu'on a pu avoir cette première rencontre avec Olivier Faure, qui a duré assez longtemps. Du reste, c'était très intéressant. En effet, même le premier secrétaire du Parti socialiste était tout à fait à l'écoute parce qu'on avait l'impression que, il manquait d'informations dans bien des domaines. Et donc, il a pris des notes, il nous a écoutés. Et on lui a fourni la liste de tous les membres de son parti qui n'avaient pas soutenu ce projet de Falorni de reprendre la loi là où il avait été cédé. Et on lui a demandé également d'intervenir auprès des autres partis du nouveau Front Populaire pour qu'il les sollicite en disant remuez-vous, quoi. Donc cette rencontre a été, je crois, très, très intéressante, très, très positive. Alors, pour répondre à la question de représentant RU, comme on vous l'a dit, d'ailleurs, c'est Alain Arnaud qui s'est chargé de... Non, c'est Alain Arnaud qui s'est chargé de constituer le dossier. Chantal vous l'a expliqué, apparemment, on n'a pas le nombre suffisant, peut-être, de... Voilà, on ne sait pas. Voilà. Non, on parle de l'habitation RU. Ah, pardon. Voilà. Donc on attend le résultat de ce dossier. Disons que malgré le fait qu'on n'ait pas 5000 adhérents,
dans la mesure où on était implanté sur toute la France, on a joué là-dessus pour essayer d'avoir l'agrément. Donc on attend le résultat. Je comprends que vous soyez gêné d'être représentant RU pour l'ADMD alors que vous êtes au choix. Nous espérons que ça se résolvera dans l'avenir. Et si nous ne réussissons pas, cette première fois, nous réitérerons le dossier en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Alors en ce qui concerne l'adhésion au collectif laïque national, pour avoir fait des tentatives auprès de ce collectif, le laïque national personnellement, j'ai constaté que, en fait, c'était beaucoup plus difficile que l'adhésion au collectif régional, parce que, curieusement, ce que nous défendons, cette ultime liberté, n'est pas forcément identifiée comme une liberté importante par ces collectifs, qui parlent plutôt de droit d'expression, d'un certain nombre de freins à la liberté ou d'obstacles à la liberté qui concernent d'autres domaines qui leur paraissent plus importants. Donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut travailler, cette présence dans les réseaux. Quand vous êtes dans d'autres associations laïques, il faut parler du combat que vous menez, mais c'est un long chemin aussi. Voilà. Utile, il ne faut pas le négliger, c'est vrai. On y réussit inégalement, ça dépend des associations. Des obédiences aussi maçonniques, par exemple le Grand Orient a l'air de se mobiliser, la GLFF aussi, d'autres ne se mobilisent pas, donc il faut trouver les entrées. Voilà. Je crois que là on a répondu à toutes les questions, donc on va passer au vote du rapport moral et des perspectives d'évolution. Donc vous avez en main tous une procuration. Donc on va vous demander déjà qui est contre l'approbation du vote du rapport moral. Qui est contre? Qui est contre lève la main. Donc Anne Vourge va compter. Bon. Qui s'abstient? Et on en déduit que tout le monde est pour. Voilà. Bon. Le rapport moral est adopté. Donc nous allons pouvoir passer... Oui, vas-y. Nathalie voulait dire quelque chose. Oui. Les procurations ont été prises en compte? Oui. Bien sûr. Oui, les rapports... Oui, les procurations ont été prises en compte, bien sûr. Donc je vais laisser la place à Anne-Lyne Grimbert pour les comptes financiers. On est presque à l'heure, à 5 minutes près. Ça ne peut pas s'afficher là? Mais si, ça s'affiche là. Non, mais là, ça ne s'affiche pas. Pourtant, je l'ai mis là. Ça va s'afficher. Ah, voilà. Bon, non, mais... Ah, c'est gentil. C'est gentil. Pour pousser les flèches? Non, ça va aller. Non, parce que pour une fois que je fais un pauvre point, au moins que vous en profitiez. Alors. Bon. Alors, le compte financier, vous avez bien entendu reçu tous les documents et vous les avez soigneusement étudiés. Bien. Alors, donc vous... Ah, pardon. C'est bon? Là, vous m'entendez? Alors, il faut que je parle comme ça? Bon, moi, je vais parler comme ça. Alors... Non, c'est pas la peine. Voilà. Alors, donc, résultat de l'exercice. Tiens, je pensais avoir modifié. Là, c'était l'exercice 2022-2023, celui de l'année précédente. Je n'ai pas touché à tes transparents. Ben, j'espère bien. Alors, et donc, pour la période en cours, comme vous pouvez voir, les produits d'exploitation sont un petit peu en retrait, mais bon, je veux dire, ça n'est pas vraiment significatif. Les charges d'exploitation, en revanche, ont pas mal augmenté, mais pour la plupart pour l'ensemble, c'est surtout dû à l'inflation. En fait, il n'y a pas. Si on regarde les comptes, là, j'ai pas détaillé, mais vous les avez détaillés et ça vous a été envoyé. Vous verrez qu'il n'y a pas des grosses différences, sauf en ce qui concerne autres services extérieurs, parce que ça rassemble
toutes les dépenses relatives à l'informatique et l'évolution, disons, de nos moyens techniques, on va dire. Et effectivement, on a pas mal travaillé là-dessus. Mais si vous voyez, ça n'est pas une augmentation vraiment inquiétante. En ce qui concerne les produits financiers, comme nous avons un compte, un livret de A dans notre... ça rapporte un petit peu plus que l'année dernière. Mais effectivement, au total général, le bénéfice est bien inférieur à l'année dernière. Mais ça s'explique, il faut aussi qu'on essaye de développer les dons, les adhésions, les ressources en général. J'en profite, une petite parenthèse. Si des gens veulent vous faire des dons, encouragez-les. Faire des dons au choix, encouragez-les. Surtout pas de legs. Et surtout, parce que ça, pour nous, pour l'instant, c'est vraiment une bouteille à l'encre. Voilà. Alors, en ce qui concerne le bilan, il est simple. Il y a juste des comptes financiers, c'est-à-dire, en fait, là, vous voyez la trésorerie. Bon, donc, parce qu'on n'a pas d'immobilisation, on n'a pas d'amortissement, on n'a rien du tout. C'est d'une simplicité enfantine. Et en ce qui concerne le budget prévisionnel, alors là, c'est un budget louchométrique, absolument, parce que d'abord, on ne sait pas, du fait de l'évolution de la loi, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine, et surtout, et là c'est une pierre dans votre jardin, mes chers représentants, personne ne m'a proposé de budget prévisionnel. Donc, j'ai fait louchométrique, comme je l'ai dit. Voilà. Alors, voilà. Ça, c'est le suivi du nombre de personnes dans la communauté. Donc, vous avez là, en 2022, mais alors, ça n'est pas très, disons, juste, parce qu'effectivement, en fait, on a récupéré le fichier des adhérents entre le mois de novembre 2023 et le mois octobre 2023. Mais, une fois récupéré, on voit que la croissance a été régulière. Donc, mais il ne faut pas tenir compte de cette partie-là qui vraiment n'a pas de signification. Et voilà, alors là, c'est la répartition, mais là, vous ne verrez pas grand-chose. Donc, ce n'est pas très intéressant. Hein? Oui. Alors, ça, c'est l'évolution des adhésions par mois dans l'année. Et si vous voyez, la recrudescence est en février. Alors, pourquoi en février? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est février-mars, c'est là où on a le plus d'adhésions. Voilà. C'est tout. Je n'ai pas d'explication. Voilà. Et maintenant, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions à poser? Mais on n'est pas encore à 12h30. Hein. Non, on n'est pas encore à 12h30. Je suis passé. Ah, mais on est très en avance, voilà. Donc. Est-ce qu'il y a des interventions? Quoi? Celle-ci? Je ne sais pas pourquoi il y a ça. C'est un cadeau. Voilà. Alors, c'est la répartition des adhérents dans la communauté, mais vous voyez, c'est pas très parlant. C'est les adhérents. Alors, les anciens adhérents. Alors, quel que soit le mois, on a toujours la même proportion de non-adhérents. C'est les gens qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion, qui la renouvellent, mais au fur et à mesure, c'est toujours à peu près la même proportion, c'est-à-dire 25%, hein, à peu près. Et puis, dans les donateurs, vous voyez, il n'y a pas trop de donateurs. Par rapport aux adhérents, hein, sur les adhérents, il y a des adhérents qui sont en même temps donateurs, et il y a beaucoup d'adhérents qui ne sont pas donateurs, et voilà, c'est tout. On pourrait pousser par exemple nos sympathisants, parce qu'on a quand même, quand on envoie nos infolettres,
On le fait à peu près à 5000 personnes, hein, même plus sympathisants. On pourrait très bien les inciter à faire des dons. Il y a des personnes qui ne veulent pas adhérer pour des raisons diverses, mais des dons ponctuels. Donc, je sais que notre association amie voisine ADMD, si vous regardez sur leur site internet, il y a partout marqué « Faites un don, faites un don, faites un don ». La moindre message qu'ils envoient, « Faites un don ». Nous, on est peut-être un peu trop timide sur ce plan-là. Je pense qu'on doit être beaucoup plus incitatif. Alors, on va passer un petit échange avant de voter. Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi il y a ce truc. Oui. Moi, je suis trésorière à Lille. Hein. Donc, une petite remarque, j'en ai déjà parlé à Aline, mais c'est pas possible aujourd'hui, je crois, si je me trompe pas. Mais je pense qu'il faudrait travailler. C'est d'avoir la date anniversaire d'adhésion. C'est-à-dire, même si vous mettez longtemps à payer votre adhésion, elle garde la date de votre première adhésion. Ce qui fait que vous pouvez payer tous les 8 mois, mais c'est pas pour un an à partir du moment où vous payez. Ça devrait être à partir du moment où vous avez adhéré à la date anniversaire de votre adhésion. Alors là, je peux répondre. Le logiciel que nous utilisons à l'heure actuelle ne permet pas ça. Mais on a bien la date de la première adhésion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réclamé à notre prestataire. Mais pour l'instant, il étudie le problème. Comme il présente beaucoup d'autres avantages par rapport à la gestion qu'on avait avant, effectivement, je pense que la seule solution pour l'instant, c'est de patienter et d'être incitatif aussi. Voilà. Nous avons démarré le salon infirmier, qui est quand même très cher. Hein. Oui, ah oui, il y a ça aussi. 2000 €, je crois, pour y participer. Un peu plus de 2000 €. 2000 €. Nous avons aussi fait une réunion interrégionale physique à Toulouse. Donc ça aussi, ça génère des coûts. Donc ça peut expliquer aussi les résultats. Pas tellement. Pas tellement. Non, 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 c'est pas ça qui nous a plombé, c'est vraiment l'inflation. Oui, l'inflation. Oui, c'est certainement très cher aussi, mais salon des médecins, vous comptez éventuellement le faire. Alors là, c'est salon des médecins. Je me suis renseignée sur le salon des médecins, c'est hors de prix pour notre association. Oui, donc recruter des adhérents, et on pourra le faire l'année prochaine. S'il n'y a pas d'autres questions, si, pardon. Oui, si le seuil nécessaire est de 5000 adhérents, vu les chiffres annoncés ce matin, il serait quand même pas trop difficile de doubler le nombre, sachant que c'est pas trop difficile. Sachant que c'est nécessaire, quoi. Oui, et donc oui. de faire le pressing auprès des proches pour augmenter le nombre. Oui, voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Chacun de vous en ramène un, on est presque du... Ouais. Il y a une prime. Bonjour, Fred de Lille. Je me permettais de vous poser la question de savoir si par le biais de la reconnaissance d'utilité publique et de reconnaissance de culture populaire, on pourrait ne pas obtenir davantage de subventions ou peut-être un appui financier de l'État. Il faudrait déjà l'obtenir. Écoutez, on n'est pas du tout dans le scope pour être reconnu comme d'utilité publique. Pas du tout, pour l'instant. Tu peux dire que la DMD n'est pas... La DMD ne l'est pas non plus. Et l'objectif de notre association, malheureusement, ne rentre pas dans le cadre de ce qui est peut-être subventionné. C'est un peu comme si, il y a 40 ans, on aurait subventionné des associations qui défendaient le droit à l'avortement. C'est pareil. On est dans un combat d'une liberté qui n'existe pas, d'une loi qui n'existe pas. Donc, voilà. C'est... Peut-être quand la loi passera, peut-être, si on a notre objectif d'accompagnement. Oui, moi je souhaiterais, pour 2025, faire de l'adhésion massive, bien sûr, pour que... Oui, faire de l'adhésion massive, mais également qualitative. C'est-à-dire que
je souhaiterais pouvoir coupler les adhésions de personnes prêtes à passer le pas de leur directive anticipée, d'une part, et d'autre part, trouver un cheptel rajeuni de nos adhésions vis-à-vis des personnes de confiance. Et là, on a un public à travailler dans les milieux universitaires, etc., pour pouvoir recruter des jeunes. Moi, mon objectif personnel, ça serait ça. Oui. Il y avait des demandes là. Nathalie voudrait parler aussi. Il faut donner le mode d'emploi. Oui, il faut donner le mode d'emploi, c'est ça, oui. Bonjour, Marie-Annick de Lille. J'aurais aimé savoir, par curiosité, si vous aviez identifié des régions sur lesquelles il n'y avait aucun adhérent, ou quelles étaient les régions qui étaient significatives. Alors, il y a déjà des régions où il n'y a pas de représentants ou de correspondants. C'est un problème pour dynamiser les adhérents qui existent, même si elles existent. C'est ça déjà qu'il faut résoudre. Pour recruter, pour augmenter le nombre d'adhérents, il faut avoir dans les régions des personnes qui animent la région. Sans ça, il y a des adhérents, mais bon, c'est voilà. Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Oui, effectivement, rajeunir nos adhérents, c'est une excellente chose. Mais pour information, nous avons régulièrement des échanges avec des étudiants qui choisissent le thème de la fin de vie pour un mémoire. C'est toujours nous en avons d'ailleurs la semaine prochaine avec Denis. C'est toujours une occasion d'aborder le sujet et d'éventuellement dire « et vous ?» Et fin janvier, nous avons aussi à Valence le Parlement des étudiants qui va rencontrer quelqu'un du choix pour discuter, etc. Voilà. Donc, nous faisons ce que nous pouvons. Oui, on a eu au moins une demi-douzaine d'étudiants en journalisme qui sont venus nous voir pour faire une réunion par visioconférence ou venir nous voir même directement parce qu'ils faisaient un travail dessus. Et c'est vrai que nous, on a constaté dans le Nord, on fait de plus en plus de forums, on s'attache à ça, et comme on essaye de se développer, on va aller dans les coins, on était à Maubeuge la semaine dernière, etc. Et ce qu'on voit de plus, moi j'ai quand même de l'espoir parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'arrêtent à notre stand. L'axe des directives anticipées est quelque chose de très intéressant parce que ça permet de dire que la mort, c'est on naît, on meurt. Donc ça arrive à n'importe quel stade. Qui n'a pas, et notamment avec des jeunes, vous dites, vous ne connaissez pas quelqu'un qui a eu un grave accident de moto, ou qui a un AVC à 30 ans, ou qui a un problème cardiaque, etc. Et par là, on peut aussi dire qu'on doit dialoguer dans les familles, etc. Et je pense qu'à force de répéter ça, et à force d'être présent dans des forums santé, etc., où vous avez des infirmières, où vous avez qui n'a pas eu un cas dans sa famille, ça permet quand même de convaincre. C'est sûr que on a du mal à glisser le bulletin d'adhésion, mais il faut qu'on ait quand même ce réflexe-là aussi, je pense. Je crois qu'Elisabeth voulait poser une question. Non. La réponse, c'était par rapport au montant de l'adhésion pour les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a la possibilité de ne payer que 10 €. Voilà, donc il faudrait peut-être insister là-dessus. Oui. Alors, nous avons prévu à la fin de la matinée un échange où on reparlera de tout cela. Oh là, est-ce qu'on ferait voter quand même? Oui, il faut voter là maintenant parce que oui. Non, parce qu'il ne faut pas débattre sur. Oui, je voudrais revenir un peu sur les forums. Attendez, s'il vous plaît, ce que je voulais dire par là, c'est que tout à l'heure, on aura un échange. Oui. Parce que là, on a dérivé un peu. Hein. On est parti de... Oui, mais ça ne compte pas les finances. Vous en fichez, finalement. Mais en fin de matinée, on reviendra sur un échange sur tous ces domaines-là. Hein. Je suis obligée de... Alors, je ne sais pas pourquoi... Il faut le vote. Oui, justement, oui. Donc là, on va peut-être passer, après cet échange important, au vote du quitus financier. Ensuite, au vote du budget.
Et ensuite, je parle sous le contrôle d'Anne Vourche au vote du montant des cotisations. Voilà. Ben, je vais te laisser le... Oui, oh, d'accord. Ben, alors, donc, pour le vote du financier, pour le vote de l'approbation du rapport financier et du quitus au trésorier, qui a des oppositions, qui s'opposent? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le vote du projet de budget 2025, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Très bien. OK. Où est-ce qu'il est? Voilà. Alors, malgré les difficultés financières, entre guillemets, qu'on vous a exposées, on a décidé cette année, à moins que vous ayez un avis différent, de maintenir la cotisation à 25 €. On l'avait augmentée l'année dernière, on la maintient à 25 € cette année, en espérant justement appuyer plus sur les dons. Hein, voilà. Donc, il faut également qu'on vote cette décision de maintenir la cotisation à 25 €. Donc, qui est contre? Alors, tout le monde devrait être... Qui est contre le maintien de la cotisation à 25 €? Qui s'abstient? Et qui est pour le maintien de la cotisation à 25 €? OK, voilà. Donc, les trois... Et qui veut l'augmenter? Voilà. Comment? Bon, alors... Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord parce que... Non, mais vous voulez qu'on recommence le vote? Non. Alors, qui voudrait l'augmenter? Ben, il faut lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 personnes. Non, mais... Alors, à titre personnel... Donc, on recommence. Donc, 9 personnes sont pour. Alors, 10 personnes sont pour. Personne s'abstient. Et donc, le reste de la salle est contre. Pour le maintien. Voilà. Personnellement, je suis tout à fait d'accord pour qu'on la maintienne. Parce que c'est très, très compliqué de changer le montant. Qu'est-ce qui se passe, là? Alors, on n'en est pas là encore. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'arrive pas. Non, attends, je vais rectifier ça tout à l'heure. Donc, non, mais là, je vais remettre... Oui. À l'avenir, de pouvoir faire des prélèvements. Pour la cotisation, est-ce qu'il est possible à l'avenir de prévoir des prélèvements bancaires? Mais vous pouvez tout à fait le faire. Oui. C'est-à-dire que vous-même, vous pouvez faire un virement programmé annuel. Et je pense que c'est plus léger. Il y a des gens qui le font. Voilà, c'est plus léger au niveau du pouvoir d'achat et des difficultés qu'on peut rencontrer quand c'est prélevé mensuellement, quoi. Tout à fait. Ah non, pas mensuellement. Mensuellement pour 25 €, non mais vous rigolez. Bah parce que moi je veux bien 25 € par mois, c'est pas de problème. Mais je pense que certains ne seront pas d'accord. Je pense que certains... Les frais vont être augmentés considérablement? Ah oui. Non, okay. Non. Oui, la multiplication des prélèvements augmente. Mais vous pouvez le faire, de toute façon, vous pouvez très bien programmer un prélèvement annuel. Un virement annuel. Oh non, 2,50 €, non. Non, moi je trouve que cette proposition, il faut l'étudier parce que Médecins sans frontières, auquel j'ai longtemps appartenu et auquel j'ai travaillé sur le terrain, avait institué ça, c'était 1 € ou 2 € par mois, avec des dons réguliers, et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait flamber leur budget. Donc je pense que cette idée est bonne, et je pense qu'il faut vraiment, il ne faut pas la rejeter, il faut l'étudier. Oui, écoutez, on va l'étudier. On va l'étudier. Ouais. Mais là, normalement, la discussion sur le budget était terminée. Oui. Mais je vois que ça suscite beaucoup d'intérêt. Mais de toute façon, si vous payez par carte bancaire, maintenant,
il y a un renouvellement automatique qui est programmé. Hein. Si c'est seulement les paiements par chèque pour lesquels il n'y a pas de renouvellement possible. Mais le renouvellement automatique, et vous pouvez y mettre fin aussi, c'est-à-dire vous êtes averti quelques jours avant que ça va être prélevé, et à ce moment-là, soit vous pouvez vous y mettre fin, ou soit vous ne faites rien et c'est prélevé. Voilà. Alors, au niveau des... Même un prélèvement annuel, au moins, ça capte les gens et les étudiants. Alors, au niveau des dons, il serait pertinent de créer une campagne de dons à une date anniversaire. Oui. Ça serait quand même pas oui, mal. ça c'est une idée. Déductible des impôts, me dit mon voisin. C'est une bonne idée. Non. Alors justement, comme nous ne sommes pas reconnus d'utilité publique, nous ne pouvons pas délivrer de reçus fiscaux. Donc faire une campagne de dons à une date anniversaire. Oui, ça c'est une idée. Ça, on peut tout à fait le faire, oui. Oui. Ouais. Ah oui. D'accord. Bon. Alors, la Sainte-Nathalie, attention, d'accord. Il ne faut pas confondre une association d'intérêt général et une reconnaissance d'utilité publique. Nous sommes une association d'intérêt général. Non. Donc les dons et les cotisations peuvent être défiscalisés. La reconnaissance d'utilité publique demande des démarches très longues et on ne l'est pas. Ça, c'est sûr. Mais moi, je sais, parce que je suis au planning, on est reconnu d'intérêt général. Mais on n'est pas nous. Je ne comprends pas pourquoi, parce que toutes les associations sont d'intérêt général. On a fait la demande. On a fait la demande. Anne, pas. Tu veux, parce que tu as été occupée, est-ce que tu veux répondre et juste sur la notion d'utilité publique, il faut savoir que des associations anti-choix le sont. La Fondation Jérôme Lejeune est reconnue d'utilité publique. Mais oui, mais nous non. Mais l'intérêt général, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas. Là. Non, on l'a demandé. Mais nous ne comprenons pas non plus. Oui, Anne. Alors, la priorité là, avait été mise sur la reconnaissance, sur la reconnaissance de représentants d'intérêt des usagers. Cela dit, de mémoire, il y a déjà eu des demandes de reconnaissance d'intérêt général qui n'ont pas été suivies des faits. Et moi, pour l'avoir fait pour une autre association, ce n'est pas automatique. Et vous devez donner des garanties en termes de contrôle financier, de commissaire aux comptes, etc., que nous n'avons pas. Alors, voilà, peut-être faut-il recommencer à l'usage, à l'usure, mais franchement, ça n'est pas du tout automatique. C'est pas parce qu'on est une association qu'on est d'intérêt général. Voilà. Parce que c'est une question fiscale, en fait. Hein. C'est l'administration des impôts qui le donne. Christian Gachet avait fait la démarche il y a 2 ans. Je me rappelle maintenant. Et même au début, il l'avait fait. Et effectivement, c'est l'administration fiscale qui répond et qui avait répondu non. On a essayé plusieurs fois. C'est effectivement un agrément qu'on obtient vis-à-vis des impôts. Alors, voilà. Monique. Et après, parce que là, on dérape. Bon, il n'y aura pas. C'est très grave, mais il n'y aura pas d'échange général tout à l'heure, puisqu'on le fait en ce moment. Alors, sur Après, c'est vous. La réputation d'intérêt général. Toutes les associations, sauf à prouver le contraire, c'est-à-dire une association qui ne travaillerait que pour l'intérêt d'une famille, un intérêt privé, donc toutes les associations sont réputées d'intérêt général et elles n'ont pas de demande ni d'agrément à obtenir pour cela. Il y a juste un rescrit fiscal et c'est donc le ministère des Impôts qui garantit que l'association peut bien défiscaliser ses cotisations et ses dons. Et les critères sont purement de gestion, c'est-à-dire que la gestion doit être désintéressée, bénévole, mais il n'y a aucun autre critère. Et quand il y a un refus, parce qu'il peut y en avoir, il est motivé. Donc, quel a été le motif qui vous a été donné quand vous avez essuyé un refus? Et je voudrais ajouter aussi que toutes les directions régionales des impôts ont un correspondant association qui répond à toutes les questions. Et c'est ce que nous avons fait dans le Nord et nous avons eu une réponse positive. Toutes les associations doivent pouvoir défiscaliser leurs cotisations et dons. Bon. Alors ça, il faut creuser.
Hein? C'était Gachet. Oui, oui. Écoutez, moi je n'étais pas coprésidente de l'association à l'époque où Christian Gachet l'a fait. Donc Nathalie... Je n'ai plus le détail de la réponse en tête, mais oui, je n'ai plus en détail dans ma petite tête de l'INOT l'explication qui avait été donnée comme refus, mais Christian Gachet avait reçu un refus très clair, très explicité. Et c'est pour ça qu'après on essaye de refaire encore, mais bon, c'est pas si facile que ça, sinon oui, nous oui, tout à fait. Mais il y a le nombre d'adhérents, oui. Aussi. Oui, il y a le nombre d'adhérents aussi, je pense qu'il rentre en ligne de compte. Bon. Et dis donc, et le résultat du vote. Écoutez, on va arrêter. Non, mais. C'est une question C'est une question que le prochain conseil d'administration reprendra. Voilà, on leur redonnera le problème. Voilà. Non mais il est midi, il est 11h30, là, on va arrêter là. On va arrêter parce qu'on attend les résultats justement des élections des nouveaux membres du conseil d'administration. Et donc Guillaume Fontaine, qui est donc notre prestataire de service dans ce domaine, va donc mettre sa clé USB. Alors attendez, il faut sortir de ça. Oui, comment sort-on Attends. Voilà. Non, mais il faut sortir complètement. Hein? Il faut sortir complètement. Mais je suis sortie, là. Non, mais non, parce qu'il ne va pas pouvoir allumer son truc si on est là. Voilà. Oui, mais je suis d'accord. Je vous laisse... Alors, attendez. Je vous laisse venir là. Attends. Donc, votre clé... Votre clé... Alors, c'est laquelle? C'est celle-là? Parce qu'on a 3, alors. Cliquez dessus pour voir. Non. La suivante. Non plus. C'est ça? Non plus. Celle-là, le fichier PDF. D'accord. Donc il va s'allumer, c'est ça, là, ouais, comme ça, voilà. Alors attendez, on va le mettre. Comment on va le mettre ça? Comme ça. Est-ce que vous voyez? Ah ben non, il ne voit rien du tout là. Ah bah il faut remettre à nouveau au diaporama en affichage. Ah alors là, un PDF, comment il se met en affichage? Et il y est. Ah pardon. Bon, voilà. Bon alors pour agrandir. Alors écoutez, Nathalie Andrews, 576 voix. Annie Vallet, 574. Chantal Calma, 560. Aline Grimbert, 532. Thierry Marc, 487. Alain Arnaud, 474. Gilles Prieux, 467. Ketloun, 409. Alors, non, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu Denis Labelle avant. Excusez-moi, il n'était pas en bleu. Non, je vous disais, mais il n'est pas là, c'est pas vrai. Alors, je recommence. Hein. Excusez-moi, vraiment, il était... Pourquoi vous n'avez pas mis en bleu Denis Labelle, enfin? Bon. Alors, bon, Denis Labelle, 579. Nathalie Andrews, 574. Annie Vallet, 574. Non, c'est 576 Nathalie Andrews. Bon, pas bon. Chantal Calma, 560. Aline Grimbert, 532. Thierry Marc, 487. Alain Arnaud, 474. Ketloun, 409. Et Jean-Louis Martinez, 263. Bon. Donc sont retenus, alors là sont retenus, Jean-Louis Martinez n'est pas retenu. Voilà, les 9 premiers. Excusez-moi, mais je suis un peu fatiguée. Voilà, bon. Bon. S'il vous plaît, si vous voulez regagner la salle, nous allons reprendre les travaux. Alors, pour répondre à des questions qui m'ont été posées, les 2 livres qui ont été envoyés, enfin, le premier livre qui a été envoyé aux députés
sur la loi Clay-Lonetti, il est là, à votre disposition, pour une somme modique de 5 €. Bon, pour nous aider à rentrer un petit peu dans nos frais de l'édition de ce livre. Et le second, qu'on va envoyer également aux députés réélus, avec pour les nouveaux députés le livre qu'ils n'ont pas eu sur la loi Clay-Lonetti, il est aussi là, le nouveau livre. Vous le verrez, il est avec une première page en couleur. Il est aussi à votre disposition pour 5 €. Voilà. Donc si vous-même vous allez voir des députés, il est bon de l'avoir avec vous pour vérifier si le député l'a lu ou pas, et puis le regarder et puis s'en servir pour argumenter. Donc ils sont à la table de la librairie pour 5 €. En quelque sorte, un don à l'association. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez revenir... Attendez, je n'arrive pas. Alors, attends, je vous laisse la place. Les membres du CA qui ont été élus et qui sont présents dans la salle peuvent venir nous rejoindre. Le plus simple, c'est que chacun énonce son nom, parce que les élections se faisaient sur une profession de foi sans photo. Donc peut-être que vous n'avez pas tous visualisé qui est Thierry Marc. Donc Thierry Marc, vous levez la main. Alain Arnaud. Kiss. Bon, alors Aline, tu es connue. Chantal aussi. Gilles Prileux, voilà. Et Denis, que vous connaissez aussi, et moi-même, voilà. Ah oui, d'accord. Oui, les autres, ils connaissent. Voilà. Je me mets devant les grands. Attends, le logo du choix, tiens. Non, mais il est quand même à l'écran. Voilà. Merci Anne, merci. Merci, c'est une très bonne initiative. Merci. Voilà. Qui Alain qui Alain Carmin. Oh, ça suffit. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Créée à l'automne 2021, la commission médicale du choix est un projet essentiel pour notre association, tant pour aider des personnes malades que pour travailler à la future formation des soignants qui accepteront de pratiquer l'aide médicale à mourir une fois la loi votée. Actuellement, une trentaine de personnes la constituent, médecins, infirmiers, psychologues et autres bénévoles. Certains d'entre nous ont suivi la formation EOL en Belgique. La commission est constituée de 2 groupes, l'un restreint, l'autre élargi, qui se réunissent régulièrement. Ils sont discutés, entre autres, les propositions de loi, les futures formations qui seront proposées aux soignants dès que la loi sera d'application et dont le docteur Marc Portier vous parlera cet après-midi. Des cas précis, ils sont parfois présentés également. Les soignants actifs aujourd'hui au sein de cette commission sont issus pour la majorité d'entre eux des 200 signataires du soutien apporté au docteur Bernard Sonnet il y a quelques années. D'ores et déjà, nous savons que certains s'engageront une fois la loi votée en France. Aujourd'hui, le rôle de la commission est important, mais nous sommes conscients que dès le vote de la loi, celui-ci s'intensifiera. Alors son objectif sera que ses membres puissent intervenir à différents niveaux, servir de conseillers, devenir experts pour permettre l'application de la loi, répondre à la demande des malades qui souhaitent une aide active à mourir. Nos médecins interviennent aussi parfois en ce moment auprès de confrères ou d'hôpitaux afin qu'une sédation profonde et continue soit réalisée pour des personnes qui arrivent au terme de leur maladie et n'en peuvent plus. Je m'inscris en faux, et ne suis pas la seule, contre ceux qui disent que les pro-euthanasie sont opposés aux soins palliatifs. Ce que nous souhaitons, c'est que le choix de la personne soit respecté et que ceux qui opteront pour une sédation terminale puissent aussi mourir sans souffrir et rapidement. Bien évidemment, les services de soins palliatifs doivent se développer, mais n'oublions pas qu'en France, depuis des décennies, chaque gouvernement a participé à la suppression des lits hospitaliers. Chaque semaine, notre association reçoit des demandes, soit environ 300 par an.
Celles-ci émanent de métropoles, évidemment, mais aussi d'outre-mer, parfois même d'autres pays, dont les USA et l'Italie. Nous sommes donc plusieurs au sein de l'association à gérer des dossiers, bien évidemment des membres de la commission médicale, mais aussi des responsables en région. D'ailleurs, le docteur François Guillemot vous parlera du collectif du Nord. Pour le moment, je gère directement une dizaine de dossiers et parfois c'est un médecin belge ou une association suisse qui nous transfère des demandes. Certains dossiers sont pris en charge directement par l'un ou l'autre, soignant ou pas soignant, et généralement menés à bien. Évidemment, toutes les demandes n'aboutiront pas, soit parce qu'elles ne sont pas recevables en Suisse ou en Belgique, soit parce que la personne va se donner du temps, rassurée que sa demande a été acceptée, surtout si sa pathologie est encore supportable, ou que l'entourage proche peine à accepter l'idée d'être abandonnée par un parent, par un compagnon. Parfois aussi parce qu'elle décédera avant la date du voyage libérateur. Car nous constatons régulièrement que certaines personnes malades ne pensent à leur mort que très tard, oserais-je dire trop tardivement, avant d'envisager une aide à mourir et la demander. Dans notre société, la condition de mortel semble difficile à accepter pour certains. Pourtant, il est évident qu'aucune demande ne peut se traiter dans l'urgence. La semaine dernière, une compatriote dont l'aide était prévue ces jours-ci à Bruxelles m'a appelée en pleurs, se pensant dans l'impossibilité de faire le voyage tant la souffrance était forte. Je la cite. « Je souffre le martyre, la souffrance est trop grande, je n'en peux plus, je veux mourir vite et cesser de souffrir. J'ai loupé mon projet de dignité et vais demander une sédation. » Hospitalisée aux urgences dans sa région, la sédation lui a été refusée et elle a entendu des propos surprenants de la part d'un soignant. Et quand je dis surprenant, je dirais même choquant. Je pense d'ailleurs que le docteur Delocte et le François Guillemot pourront vous en parler cet après-midi. Après quelques jours, elle a pu rentrer chez elle, puis faire le voyage de 800 km en ambulance jusqu'à Bruxelles pour bénéficier de l'aide désirée. Suivant la pathologie et le département de résidence de la personne, sans oublier sa capacité à se déplacer, monter un dossier pour l'un ou l'autre pays lui sera proposé. Toutes les explications sont données au fur et à mesure et ce cheminement nous incite toujours à mener une vraie réflexion, indispensable à un bon accompagnement, tant pour la personne concernée que pour son entourage proche. La capacité d'écoute est essentielle. Or, très souvent, ces femmes et ces hommes n'ont pas vraiment été écoutés dans les hôpitaux ou au sein de leur famille. Or, la personne centrale est bien la personne qui souffre. Nous accompagnons sans porter de jugement. Une confiance réciproque va s'installer au fil du temps. Nous n'oublions pas l'histoire, le visage de chaque personne accompagnée, soit sur une partie de son chemin, soit jusqu'à son dernier souffle. Partager l'ultime parcours de la vie d'une femme ou d'un homme est une expérience qui ne peut laisser indifférent et chaque histoire est unique. Aux côtés de la personne qui va mourir, l'on voit des proches pleurer, mais le principal intéressé a plutôt le sourire et remercie souvent celui ou celle qui va l'aider. Il nous arrive donc d'être présents le jour de l'acte, que ce soit en Suisse ou en Belgique. En effet, certains malades, parce qu'ils sont seuls ou parce que nous les avons suivis pendant des mois, souhaitent notre présence aussi le jour de leur grand départ. À l'avenir, nous prévoyons des séances d'intervision réservées aux accompagnants, qu'ils soient ou non soignants. Ces séances permettront d'évoquer des cas vécus qui ont pu leur poser un problème, soit au cours de la procédure, soit pour lesquels les personnes qui se sont investies ont besoin de s'exprimer. En ce qui me concerne, plus de 20 ans dans le monde associatif me conforte dans l'idée que pouvoir échanger sur nos expériences et nos questionnements est aussi indispensable qu'enrichissant pour nous permettre de continuer à être utiles. Sur le site, un espace réservé aux médecins sera ouvert, nous l'espérons. Il est déjà ouvert, mais pas sécurisé, voilà. Ceux qui restent ne sont pas oubliés.
Le contact perdure souvent avec une épouse, un fils, des mois, voire des années, après que leur proche est mort. La création d'une vraie cellule de soutien à ces personnes est à envisager. N'oublions pas que la commission médicale, au-delà des compétences de chacun et de la qualité des consultations, c'est aussi une relation d'humain à humain. Cette année, un guide 2 en 1 a été réalisé. Denis Labelle vous en parlera dans quelques minutes. La première partie vise à faciliter une démarche personnelle et la seconde entend aider au dialogue avec un proche qui demande une aide à mourir. Tout ceci ne fait que confirmer l'utilité et l'importance du travail de notre commission et donc son indispensable développement. Nous espérons qu'avec la future loi, chaque personne se trouvant dans un état incurable, que ce soit à la suite d'un accident ou d'une maladie, qui fera la demande d'une aide à mourir, pourra en bénéficier sans attendre d'être à un stade avancé. L'espoir fait vivre, mais l'attente fait mourir. Il est plus que temps que des morts sereines, sans avoir à s'expatrier, deviennent possibles dans notre pays, dont la devise est, ne l'oublions pas, liberté, égalité, fraternité. Merci de votre écoute. Alors, mon tour vient de vous parler d'un jeu de cartes. Alors, l'idée d'un jeu de cartes nous est venue parce qu'une de nos représentations utilisait un jeu de cartes, mais qui n'était pas celui du choix. Or, pourquoi un jeu de cartes? Parce que c'est un outil pratique, ludique, publicitaire pour le choix, facile à emporter quand on a des réunions, et l'utilisation était créée autour des directives anticipées. Donc, dans ce jeu de cartes, il y a 66 cartes. Vous avez tous pu voir le jeu de cartes là-bas, certains d'entre vous l'ont acheté peut-être. Achetez-le d'ailleurs, achetez-le. Et donc ces cartes, alors d'abord notre publicité est sur le dos des cartes, important. Et ce jeu de cartes est composé de 4 séries. Mettons 5. 26 cartes qui parlent de ce qui est important pour moi. Alors ce qui est important pour moi, ça peut porter sur l'autonomie, sur l'image qu'on se fait de soi-même, c'est-à-dire ne plus perdre son rapport avec l'autre, garder tous les moyens de s'exprimer, la vue, l'audition, tout ce qui nous relie à l'autre. Également peut-être choisir si on veut être lavé par quelqu'un, aider à faire sa toilette, aider à aller aux toilettes, enfin toutes les choses de la vie qui sont agréables, continuer des activités. Donc il y a des choix différents sur 26 cartes. Garder son autonomie physique, son intégrité cognitive et accepter une sédation ou non, demander une aide à mourir ou pas. Ça, c'est étudié sur ces 26 cartes. Ensuite, sur 10 cartes, alors ça, c'est un peu un gadget, c'est un peu un quiz sur ce qu'on connaît des droits des patients. Les droits des patients ont évolué et pour en arriver à la dernière loi, qui est la loi Claes-Leonetti, et les droits des patients sont souvent très mal connus des gens qui font leurs directives anticipées. Ensuite, dans 4 cartes, il y a tout ce qu'on a envie de refuser. Si son état de santé ne peut pas changer, ça ne va pas vous rendre une vie plus meilleure, plus agréable, plus cognitive. Ce qu'on refuse, on peut refuser toutes les greffes. Elles ne serviront à rien puisqu'on ne pourra pas sortir de notre état plus ou moins végétatif. On peut refuser une dialyse. On peut refuser d'être nourri par une sonde gastrique alors qu'on est en fin de vie et que ça ne va que nous prolonger de quelques jours. Donc sur ces cartes-là, il y a tout ce que l'on doit refuser. Sur 4 cartes, il y a ce que l'on demande. Alors, on peut demander une mort, une sédation profonde et continue jusqu'au décès, pour une agonie brève. On peut demander l'arrêt des soins palliatifs. On peut demander l'arrêt des soins curatifs. Donc, ces cartes-là permettent de choisir ce que l'on veut vraiment demander au dernier moment, sachant que ça ne changera pas notre espérance de vie. Et sur 17 cartes, il y a tout ce qui concerne les directives anticipées. Alors, comment les rédiger? Pourquoi les rédiger? Qu'en faire quand elles sont rédigées? Alors, on conseille, nous, dans le choix, on conseille de faire des directives anticipées plutôt manuscrites et en avoir plusieurs exemplaires. Un à remettre à son médecin traitant, qui va le mettre dans votre dossier médical, et ce, que le médecin traitant soit d'accord ou pas. On s'en fout, il doit le mettre dans le dossier médical. Le deuxième exemplaire sera donné à la personne de confiance qui va le co-signer avec vous. Cette personne de confiance ou ces personnes de confiance, parce que là encore, on vous conseille d'en avoir au moins 2. Dans la vie actuelle, moderne, très souvent les gens sont envoyés à l'étranger, voyagent très souvent. Donc quand vous en avez besoin, la personne de confiance en premier ne sera peut-être pas disponible.
Donc c'est bien d'en avoir une seconde qui pourra la remplacer. Ensuite, le quatrième exemplaire, c'est un quatrième exemplaire éventuellement à donner à vos proches, pour que les proches soient au courant si la personne de confiance n'est pas dans vos proches. Et enfin, un cinquième exemplaire que vous allez conserver avec vos papiers d'identité sur vous, de façon à en avoir toujours un à donner si vous êtes hospitalisé en urgence. Et à la limite, un petit sixième que vous allez planquer chez vous, un endroit que tout le monde connaît, qui sera le pense-bête si vous perdez le vôtre. Ensuite, dans ces 17 cartes, on parle également de la personne de confiance. Quelle relation vous allez avoir avec elle? Il faut que ces relations soient proches. Pour avoir été en Suisse quelquefois, alors je ne pense pas que la loi française nous le demandera, mais en Suisse, ils sont très, très pointus et ils demandent vous l'avez connu où, comment vous l'avez rencontré, vous vous connaissez bien. Donc il faut que cette personne de confiance ait des liens très proches pour connaître vraiment vos volontés et ce que vous êtes. Et donc ensuite, alors vous savez bien sûr que les directives anticipées, elles sont révocables à tout moment. Donc dans ces cartes, c'est également évoqué. On peut révoquer sa personne de confiance, on peut rechanger ses directives anticipées autant de fois que l'on veut. Et bien sûr, c'est aussi rappelé dans le jeu de cartes, quand on les change, il faut penser à avertir tout le monde. Donc ensuite, il y a 2 cartes qui sont les rappels des objectifs du choix. Alors ça s'appelle ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Et ça rappelle tous nos objectifs, tout ce qu'on demande à la loi, à la future loi. Ensuite, il y a 2 jokers, parce que ça, on peut les utiliser quand on a des réunions avec plusieurs personnes. Et enfin, il y a le règlement. Alors, le règlement, je ne sais pas où je l'ai mis exactement, mais il est là-dedans. Il est quelque part par là. Alors, les petites cartes, c'est celle-là, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Et puis, attendez, je n'aurais peut-être pu les ranger, ça aurait été plus intelligent, mais je suis désolée. Je joue trop souvent avec, c'est pour ça. Exactement, j'y ai joué il n'y a pas très longtemps. Alors, comment utiliser le jeu et puis les jokers? Alors, comment utiliser le jeu? Si vous avez plus de 10 participants, vous pouvez distribuer une carte à chaque personne, jusqu'à 66, bien sûr. Il m'a mis un micro, mais il ne parle pas bien, le micro, voilà, ça serait mieux. Je vais mettre mon pull vert comme ça, voilà. Donc, quand il y a des réunions de plus de 10 personnes, vous distribuez les cartes, et ensuite, chaque personne se lève et dit, voilà, ma carte, c'est ça. Ma carte, c'est l'arrêt de tout traitement palliatif, loi Claes-Leonetti, quand je le souhaiterais. Donc là, ça va ouvrir un débat. Et chaque carte qui va être tirée va permettre d'ouvrir le débat dans la salle et d'avoir des échanges intéressants. Ensuite, s'il y a moins de 10 participants, vous pouvez donner le jeu de cartes à plusieurs personnes. Et à ce moment-là, ce que je fais, moi, je donne d'abord tout ce qui est important pour moi. Je leur demande sur les 26 cartes d'en garder 10 qui sont les plus importantes pour elles. Et ensuite, je donne les cartes, je demande ou je refuse. Et avec ça, on va pouvoir établir des directives anticipées suivant ses propres envies. Et voilà. Et après, maintenant, s'il y a trop de participants, vous pouvez aussi, vous, battre le jeu, tirer une carte au hasard, et ensuite lire cette carte à voix haute et ouvrir le débat. De toute façon, ça permet le débat quand il y a plusieurs personnes. Et sinon, on peut donner un jeu de cartes à chaque personne qui veut écrire ses directives pour qu'avec ces cartes, il sache quoi faire des directives, ce qu'il a envie vraiment, ce qu'il représente. Je crois que j'ai à peu près réglé le problème. Donc si vous avez des questions, vous les poserez tout à l'heure. Après, oui. Moins de 5 minutes, je suis dans le temps. Denis 10 minutes. J'ai pas fait 10 minutes. Non, ah bon? Non, j'ai fait moins de 5 minutes. Moi, j'en ai fait 8. Alors, je vais faire pareil. D'abord, ce guide, l'initiative vient d'une adhérente. L'an dernier, il y a une personne qui a levé le doigt en disant « Mais pourquoi on ne fait pas un guide pour les familles ?» J'ai dit « Talt, formidable cette idée. » On en a parlé en conseil d'administration. On s'est dit « Voilà un projet pour 2024. » Et c'est un peu ça le choix, le plaisir du choix, c'est qu'on n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Une idée est lancée, on la saisit, un groupe se forme et on avance. Alors, ce guide a 2 objectifs. D'abord, bien sûr, il est destiné aux citoyens, aux citoyennes, aux gens que vous connaissez, à vous, mais il est également destiné aux politiques, et je vais y revenir. Alors, il y a 2 guides en un, parce qu'en fait, il y avait ce premier guide qui a fonctionné pendant plusieurs années, qui avait été institué au début, à l'origine du choix. Marie Godard avait écrit un premier guide. Ce guide, on l'avait repris, corrigé, modifié, fait évoluer. Et il avait 3 objectifs. Il avait pour objectif de renseigner les citoyens sur la situation actuelle de la loi,
les inciter à rédiger leurs directives anticipées et à choisir leur personne de confiance. Ce guide, nouvelle formule, est donc dans la première partie. Et puis il y a une seconde partie qui est donc destinée aux familles. Pourquoi ? Parce qu'il n'en existe pas. Il n'y a aucun guide destiné aux familles. On a cherché même à l'étranger. On a trouvé qu'au Québec, mais un guide qui était destiné aux enfants. On n'a pas trouvé de guide complet sur ce sujet-là. Donc, il nous a semblé intéressant d'en instituer un. Et ça a été un long travail, parce qu'il fallait être simple, concis et complet. Et donc, dans ce guide, nous avons plusieurs parties. Une qui dit à quoi s'adresse ce guide, quelle est la fonction de ce guide. Ensuite, il y a comment instaurer le dialogue avec le membre de sa famille. Découvrir que l'autre demande une aide active à mourir est toujours un choc. Ensuite, on parle, votre proche a-t-il rempli ses directives anticipées? Qu'est-ce que c'est pour vous? L'aide active à mourir, c'est quoi? Quel est le déroulement de l'aide active à mourir? Il y a toute une partie extrêmement pratique pour expliquer aux gens, aux familles, ce que c'est que de partir en Belgique, ce que c'est que de partir en Suisse, avec les différentes associations en Suisse, les adresses, les numéros de téléphone. Et puis on a laissé une page blanche qui est destinée à la loi actuelle. On avait même prévu 3 pages blanches. Et on va vous expliquer pourquoi on a laissé cette page blanche. Donc voilà, ce guide, il a peut-être, certains diront qu'il y a peut-être un défaut, c'est que l'on a des points qui sont répétitifs entre le premier et le deuxième. Mais les gens ne liront pas obligatoirement les deux. Et puis il y a un point pour lequel on insiste beaucoup, c'est en particulier, par exemple, je prends un exemple, la sédation profonde et continue. Il y a tellement de méconnaissance de ce sujet-là dans le public que l'on explique, on insiste sur ce que c'est, ce que nous voulons, nous, qui est une sédation pour une agonie brève et indolore, ce qui n'est pas enseigné, même par les autres associations. Alors ce guide va avoir un rôle politique aussi, puisque mercredi prochain, on se réunit chez... Mardi prochain, ah bon, t'as avancé un jour. Voilà, dans une semaine. Chez Annie, on va avec d'autres envoyer ce guide à chaque député, en y associant l'autre guide pour les nouveaux députés, pas tous, mais ils l'ont déjà reçu, afin qu'ils aient les 2 documents, et pour leur montrer que si eux ils tergiversent, si eux ils ne sont pas au courant du problème, et bien pendant ce temps-là, il y a des citoyens qui travaillent et qui font avancer les choses. On va mettre une lettre d'accompagnement pour leur dire voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous avons fait pour vous, pour les citoyens et pour les familles. Alors ce guide, il est marqué en vente à 10 €. 5 € ça ira, hein, 5 €. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben voilà, donc je pense que c'est une étape importante, ce livre, et que ça fait partie de nos éditions périodiques. Il y aura peut-être d'autres idées. Donc si dans la salle il y a d'autres idées, eh ben n'hésitez pas à les lancer. Hein. Aujourd'hui, moi j'en ai saisi 2 ou 3. Que vous dire d'autre? On a tout dit. Hein. Oui, achetez-le, faites-le connaître. Hein. Et, je crois que ça vaut la peine. Rappelez-vous qu'on n'a pas beaucoup d'argent dans les caisses, donc achetez les livres, achetez les jeux de cartes. Alors si, dans la lettre qu'on enverra aux députés, justement, j'ai oublié de dire ça, on leur dira qu'il y a une page blanche et qu'on attend leur travail pour pouvoir remplir le guide. Voilà. Bon, maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui. Qu'est-ce qui distribue? Non, tu fais ça très bien. Il y a des questions. Alors. Oui, pique-moi. Alors, je ne sais pas si c'est réalisable ou pas, mais dans les endroits où vous avez un délégué ou une personne déjà bien identifiée, ne serait-il pas bien que le député ait le nom de cette personne bien identifiée ou l'inverse, de façon à ce qu'il puisse tout de suite y avoir un contact ou des réponses qui se fassent directement d'un côté ou de l'autre. C'est pas idiot, au contraire. Non, c'est une bonne idée. Oui,
J'y vais. Oui. C'est à propos des cartes, Chantal. Donc tu as expliqué dans le détail le mode d'emploi de ces cartes. Est-ce que ça ne serait pas possible de mettre ce mode d'emploi dans la rubrique échange avec les régions, dans la sous-rubrique qui serait outils, qui je crois n'existe pas vraiment, mais ça serait justement le moyen de faire vivre cette sous-rubrique. Voilà, parce qu'il peut y avoir d'autres outils aussi, mais bon, on ne peut pas mettre... oui, on peut le mettre comme ça, mais... Mettre les différents modes d'emploi et éventuellement... Il est dans le jeu de cartes, hein. Il est dans le jeu de cartes, le mode d'emploi. Oui, mais peut-être qu'il y a plusieurs façons de l'utiliser. C'est marqué, enfin, dans le jeu de cartes, j'ai donné 4 utilisations que je vous ai données tout à l'heure, d'ailleurs, c'est de la même manière, mais ce serait suivant le nombre de participants. Oui, mais je pense que ça serait bien quand même de faire vivre cette rubrique outils. Oui. Voilà. Pardon, je prends madame. Il y en a une derrière aussi. J'ai une suggestion à faire. Nous avons l'intention, nous, dans le Nord, de travailler en direction des instituts de soins infirmiers. Et on aimerait bien qu'un guide à la destination des futurs soignants puisse être élaboré. Voilà. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est une formation soignant, qui ne soit pas la formation médecin. Réponse cet après-midi. Il y a un des aspects de la commission médicale qui est de répondre à la demande des patients et également de former les soignants. Donc, Marc Portier va vous expliquer un petit peu ce qui est en cours et l'avenir. Mais ça a déjà avancé dans ce domaine. Bon, moi, je vis dans une maison de personnes âgées, dans un établissement qui dépend de la mairie de Roubaix. Donc, j'aurais voulu savoir si on ne peut pas faire des réunions dans notre établissement avec la mairie de Roubaix, mais parce que si je demande moi à toute seule au chef d'établissement, il va dire, Mme Pringot, vous êtes gentil, mais moi, je ne suis pas habilitée à recevoir ce genre de réunion. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire intervenir la maison de Roubaix, la mairie de Roubaix, pour organiser ce type de réunion, parce que vous auriez beaucoup d'adhérents? Bien sûr. Aucun problème. C'est une bonne idée. Oui, puis on se déplace, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres, oui. Oui, moi, c'est une question très concrète. Pourquoi vous conseillez de faire des directives anticipées manuscrites pour faire? Voilà. Pourquoi? Et est-ce que ça veut dire que si c'est pas manuscrit, ça n'a pas la même valeur? Et si on en fait 4 exemplaires, les photocopies vont pas, faut écrire 4 fois. Je comprends pas. Vous avez sur notre site un modèle de directive anticipée dans lequel il y a une partie que vous pouvez remplir manuellement. Vous pouvez aussi utiliser celle-là, de toute façon, c'est pas un problème. Mais oui, je comprends très bien qu'écrire 5 pages manuellement en plusieurs exemplaires, c'est un peu lassant. Mais vous avez un modèle sur le site. Et on a prévu également sur le site une page spéciale pour les gens qui ne peuvent pas écrire. Donc on sera obligé soit de faire écrire les directives anticipées par quelqu'un, soit de les filmer. Et ensuite, il faut le faire signer par 2 témoins. Donc il y a une feuille spéciale qui est faite pour les 2 témoins, comme il y a une feuille spéciale pour les 2 personnes de confiance. Et c'est prévu. Moi, je voudrais rajouter un petit point. C'est l'expérience qui est personnelle qui m'incite à dire aux gens de l'écrire manuellement. Car écrire chaque phrase à la main amène une réflexion. On pèse la question, plutôt que de cocher en disant « je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord ». Et moi, je trouve que dans le dialogue que l'on a en tant que soignant avec le malade, c'est une preuve qu'il a vraiment mûri, réfléchi, etc. Et même souvent, moi je leur demande même que ce n'est pas légal, mais de voir s'il a répété, de signer, re-signer 2 fois de suite, 3 fois de suite. C'est important dans le dialogue. Mais la photocopie, c'est bien. Mais c'est juste pour répondre à Denis, en fait, le manuscrit, il faut que ce soit lisible. Oui, parce que... Ah bah oui. Eh bah oui, mais il y a beaucoup de manuscrits qui sont illisibles. Donc on peut quand même, à mon avis, les taper. Ça n'empêche pas que ce soit du vécu. Il ne faut pas être dogmatique, tu as raison. Mais c'est bien sûr. C'est les vieilles, ça.
Oui, alors nous avons participé au Forum de la Santé le 23 novembre et un médecin nous disait qu'il serait intéressé d'avoir une information sur les directives anticipées parce que les patients arrivent, n'ont pas rédigé, ils ne savent pas comment et le médecin voudrait avoir parfois une communication avec le patient et la famille. Est-ce que ce serait bien d'envoyer le livre au directeur de l'hôpital ? Bien sûr. Et il y a aussi la mairie de Gemont où des handicapés sont intéressés de parler des directives anticipées et qu'ils n'ont pas toujours une oreille humaine pour entendre la souffrance des personnes dans leur fauteuil. Mais je pense qu'il faut diffuser largement à la fois le jeu de cartes et c'est pas un investissement lourd, hein, on peut l'avoir pour 15 €, les deux. Et je crois que c'est important que les gens, à la fois les députés, les maires, etc., sachent qu'il y a un travail qui est fait, qu'ils le lisent, c'est simple à lire, hein. On a fait quelque chose de très très simple et c'est une base de discussion, c'est un premier contact. Donc tout à fait, je crois que c'est très important de diffuser. Chaque fois que vous écrivez, vous n'avez qu'à rajouter le guide et les jeux de cartes. Voilà, c'est ça. Il se posera des questions. J'ai des questions sur Internet, donc. Une qui est adressée à Denis, médecin. Donc, il pose la question de savoir si un médecin retraité qui est inscrit au Conseil de l'Ordre a-t-il le droit de continuer à exercer la médecine en général, même sans formation continue ? C'est-à-dire que, en fait, je pense que cette question est liée aussi au fait que par rapport à la loi Falorni, dans un des articles, il est dit que ce sont des médecins en activité qui pourront pratiquer une aide médicale à mourir. Donc, est-ce que tu pourras répondre à cette question ? Et je pose peut-être la deuxième pour qu'elle soit prête que voilà. Et une qui est faite pour Aline Grimbert, pour la trésorière. Quel est ou a été le coût de la possibilité de mettre ces directives anticipées sur le site du choix? Alors, qui répond en premier? Denis peut-être, et puis voilà. Et après je te passerai le... Oui, il y a une manipulation complète, par le Conseil de l'Ordre, de l'activité des médecins. Parce que du jour au lendemain, on n'est plus considéré comme actif. C'est extraordinaire. Alors qu'on paye la cotisation. Il faut savoir que le budget du Conseil de l'Ordre, c'est 80 millions par an. Ce n'est pas négligeable. Eh bien, on paye, il y a 90 000 médecins retraités en France, c'est-à-dire presque un tiers du capital médical, et ces médecins n'ont plus le droit, sauf autorisation du Conseil parce qu'ils reprennent une activité précise, on en parlait avec Marc tout à l'heure, mais globalement, ils n'ont plus le droit, sauf pour leur famille. C'est-à-dire que leurs familles ont le droit d'être soignées, donc mal soignées, puis ils n'ont plus de formation, donc là, les familles reçoivent les mauvais soins, par contre, vous ne pouvez pas soigner le voisin, etc. Alors bien sûr, moi je fais des ordonnances à droite, à gauche, mais ça n'empêche que c'est un vrai problème, parce que le jour où la loi passera, le nombre de médecins retraités est important, ne pourra pas agir et être actif dans ce projet de loi. D'où l'importance de cet amendement qu'on a inscrit ce matin. On vient d'être pénalisé en plus par la non-possibilité de prescrire des opioïdes. Voilà. Sauf avoir des ordonnances sécurisées, et je doute. J'ai écrit au Conseil de l'Ordre il y a 15 jours, je n'ai pas eu de réponse jusqu'à maintenant. Non, on ne peut pas en avoir à partir de... Donc on n'est plus médecin tout en étant médecin pour payer la cotisation, voilà. Ça c'est vrai. Il faut reconnaître qu'on ne paye pas la cotisation. Et tant pis pour les familles. On n'a pas la cotisation entière. On a la cotisation... Non, 91 €. 91 € et les autres c'est 350, oui. Je crois que c'est ça. On a beaucoup de proches. Oui, c'est ça, on joue là-dessus. Non, mais théoriquement, c'est les ordonnances, c'est pour la famille. Il faut bien préciser que ce sont des actes gratuits, bien sûr. Il ne faudrait pas que ça nous rapporte un peu d'argent à la retraite. Mais ça peut poser un problème pour l'avenir. Alors, en ce qui concerne la question financière, je remercie à la personne qui l'a posée, de l'avoir posée, mais en fait, ça ne coûte rien. C'est une option sur le site, c'est tout. Voilà. Ça va nécessiter aux gens un abonnement Internet. Ensuite, ça va leur demander de créer un mot de passe pour aller sur leur espace sécurisé.
Et à ce moment-là, ça sera, ça ne coûte que ce que nous prend notre webmaster. Point barre. Mais s'ils veulent payer, ils peuvent faire un don. Je peux répondre ça sur le site. Moi, j'ai pas le réflexe. Oui, alors effectivement, rien n'empêche, on n'empêche personne de faire un don. Hein. Voilà. Mais je suis pas sûre, il faut le répéter. Quand on reçoit un mail de la DMD, il y a « je donne ». Alors que nous, c'est « vous pouvez faire un don ». Pas la même optique. Non, faut arrêter. Oui. Mais nous, on est trop gentils. Flashant. Juste encore sur Internet, il y a Laura Alexandra qui a posé une question à Annie sur les livres. Elle aimerait bien que le livre soit présenté à la caméra de telle manière qu'on puisse voir le livre, notamment les livres qui viennent d'être édités. Je sais, oui, mais là, ils ne le voient pas, eux, ils ne le voient pas sur le site. Il est là, mais il n'est pas sur le site. Ah, sur le site, pas encore. Et il va y être, mais... Voilà. Et juste pour quand Christine qui repose la question à Anne Grimbière, la question était le coût pour l'association. Je pense que Chantal a répondu à cette question puisqu'elle a dit que ça n'avait quasiment pas de coût pour l'association puisque ça rentre dans une prestation webmaster et que c'est compris dans la prestation générale et c'est pour ça qu'on peut mettre ces directives anticipées sur le site du choix. Voilà. Je donne une information, ça nous a coûté 2 € donc vraiment le minimum. Hein. Beaucoup de travail, mais 2 € à la fabrication. Une correctrice, une éditrice, la maison de publication, etc. Tout ça. Derrière, il y a encore une question. Il y a une dernière question. Une dernière question parce que la cantine est là, si je puis dire. Moi j'ai. Poulet au maroilles, moi j'ai. Proposition, je voudrais faire. Je ne sais pas s'il va. Ouais. Je voudrais faire une dernière proposition. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une proposition pour organiser des réunions dans les foyers de personnes âgées, pas organisées par la mairie, parce que si c'est moi qui le demande, ça ne passera pas. Donc, j'aurais voulu savoir si vous pourriez organiser des réunions 2 fois par an, par exemple, pour aller dans tous les foyers pour personnes âgées, les résidences pour personnes âgées et les EHPAD. Pourquoi pas? C'est la région, c'est responsable de région. Il faudrait organiser ça. Si vous voulez, dans les régions, on peut tout à fait prendre l'initiative. Bien sûr. On peut tout à fait prendre l'initiative dans les régions d'organiser ce type de choses. Par exemple, dans la ville où je suis, il y a un conseil des seniors et la semaine prochaine, je les rencontre, enfin, au bout de 4 ans de les avoir courtisés sans succès, pour effectivement parler d'une réunion. Voilà. Mais ça, c'est au niveau des régions. Vous auriez des adhésions. Est-ce que les régions vont recevoir les nouveaux guides pour pouvoir les vendre à leurs adhérents? Oui, alors est-ce que les régions vont recevoir le nouveau guide pour les vendre? Bah écoutez... Il est tout chaud, hein, il vient d'être... Il est tout chaud. Il vient de sortir. Hein. Il est tout chaud. Donc il est à votre disposition. En sachant qu'il y en a déjà 579 qui vont partir à l'Assemblée nationale. Voilà. Mais pour les... On l'a tiré à 1500. Pour la 77, pardon. Pour la question d'aller dans les EHPAD, il suffit d'envoyer, alors ça peut être le choix au niveau national ou au niveau régional, qui fait une lettre à une direction d'EHPAD en proposant une séance d'information et en insistant bien sur le côté bénévole. Oui, bien sûr. Hein, ça ne vous coûtera pas un sou, Madame la directrice, Monsieur le directeur. C'est un argument, ça c'est un très bon argument. Donc, faut arrêter parce que... Juste pour répondre à cette question, sur les EHPAD, c'est très compliqué parce que les personnes qui sont dans les EHPAD... Bon. Par contre, sur les maisons seniors, ça, c'est quelque chose qui marche bien. On l'a testé avec Annie et Chantal à Comble-la-Ville, à Domitis. Et donc, ça marche. Voilà. Écoutez, effectivement, là, il y a beaucoup de questions et de réactions, mais le repas nous attend. Alors, en plus, nous avons raté la photo, nous dit-on, du nouveau conseil d'administration. Donc, il va falloir la reprendre.